Bienvenue à l'émission Parlons d'adoption avec Sarah. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler des troubles de l'attachement et des différents services qu'offre Raïs Ressources Adoption. Bonjour Esteban. Bonjour. Comment vas-tu? Super bien, merci de l'invitation, c'est fort apprécié. Pour les gens qui ne connaissent pas à la maison le Raïs, est-ce que tu peux nous expliquer la mission puis les ressources que vous offrez? Bien sûr. En fait, le Raïs est parti en 2009. C'est plusieurs personnes qui sont réunies ensemble parce qu'ils trouvaient qu'il n'y avait pas nécessairement beaucoup de ressources offertes aux personnes adoptées. C'était un peu dans le néant, on disait bon, il y a 20 000 personnes à peu près qui ont été adoptées, mais il n'y avait pas de ressources pour eux. Fait qu'eux, ils ont décidé de se rassembler puis de créer un regroupement pour que les gens puissent s'asseoir ensemble, discuter de leur vie pour se rendre compte qu'ils n'étaient pas tout seuls. Et puis, c'était en 2009, en fait, par une personne qui s'appelait Marie-Philippe Bourget, Ariane Fournier-Dussault, Raphaël Guerrero, Jessica Lacoste et Alexandrine Huguera-Jonca. Ces personnes-là, avec Raphaël Guerrero, ils ont décidé, ils se sont dit, bon, regarde, nous, on va partir quelque chose qui va essayer de faire évoluer les choses, que notre voix puisse compter, mais en même temps qu'on soit réunis ensemble sans qu'il y ait de micro-agressions qui arrivent, qui peuvent venir des parents adoptants qui ne sont pas nécessairement d'accord avec vous, ou politiquement parlant, ou tout. Un jour, Maritza Bossé-Pelcha m'a contacté, ma collègue, ma co-directrice, pour me demander si j'aimerais ça continuer le regroupement, mais qu'on lui donne une nouvelle orientation. Alors, ça fait un an, à partir du mois de mars qui vient de passer, qu'on a décidé de replonger là-dedans. Puis à partir de là, on a commencé à offrir des services qu'on s'est rendu compte qui étaient essentiels pour les personnes adoptées et les gens et les parents adoptants. Que ce soit la ligne d'écoute, les ateliers qu'on offre aux parents adoptants, les ateliers qu'on offre aussi aux personnes qui ont été adoptées de divers pays dans le monde. Et puis à partir de là, on s'est dit, bon, comment on peut faire pour que la majorité des gens puissent voir ça? On est parti avec des lives, on s'est connecté avec d'autres groupements, avec d'autres organismes, puis depuis ce temps-là, ça a explosé, ça va très bien, on est chanceux. Puis pour quel type de clientèle s'adresse le Raïs? C'est quand même assez large. Nous, on croit personnellement que si les parents ne sont pas outillés, les personnes qui sont adoptées, ils vont avoir une problématique qui va suivre. Parce que le parent ne sera pas capable d'affronter ce qui arrive à son enfant. C'est pour ça que les services sont offerts aux parents adoptants, aux personnes qui sont adoptées naturellement, et aux spécialistes. Souvent, un spécialiste a besoin de références, il a besoin d'avoir des gens qui viennent faire des témoignages, qui veulent savoir un peu plus sur le vécu des personnes adoptées, parce que je crois qu'on est les personnes les mieux placées pour raconter nos vies, puis raconter qu'est-ce qu'on a vécu. Là. C'est à partir de là qu'on s'est dit, parents adoptants, oui, pour donner une meilleure qualité de vie aux enfants, et spécialistes qui deviennent des références pour ces parents adoptants-là et ces personnes adoptées-là. Est-ce que vous jouez un rôle également d'éducation? Oui, clairement, parce que naturellement, pendant des années, les gens ils pensaient que bon, tu te faisais placer dans une famille, puis là, ta belle vie commençait, puis on était bien, on était partis, on était juste sourire et tout, puis il n'y a aucun drame, on n'a pas vécu rien avant l'adoption. Fait que oui, c'est très important de démontrer à la population, même aux spécialistes, puis aux parents qui nous contactent, que non, il y a quelque chose qui arrive, il n'y a pas une feuille vierge. Et c'est là que nous, on rentre en compte pour souvent leur dire, écoutez, sans être trop méchants, on les protège jusqu'à un certain point. Par contre, leur dire, bon, votre enfant a besoin de ça, je comprends que vous ne le savez pas, vous n'avez pas la même couleur de peau que lui ou qu'elle. Quand votre enfant part à l'école, il ne vivra pas les mêmes choses que vous avez vécu quand vous êtes allé à l'école. Fait que des fois, c'est le manque d'information qui fait qu'ils se garochent à gauche et à droite, puis ça finit que c'est l'enfant, comme je dis, qui finit avec les problématiques. Là. Puis, pourquoi cibler les parents adoptants aussi? On croit fermement que oui, il y a eu des dérives, oui, il y a eu des personnes qui n'auraient jamais dû adopter, mais il y a aussi des parents qui voulaient combler un besoin. L'adoption, c'est égoïste, là. On s'entend. Tu veux combler un besoin, si t'aimerais avoir un enfant, c'est pas possible, ou tu as déjà des enfants, tu te dis, je veux rajouter un rayon de soleil dans ma famille. Tu vas aller chercher un enfant, puis là, les gens pensent que ça part de même, puis après, t'as la petite asiatique sur les épaules, ou le petit africain qui est avec le gros sourire. C'est plus complexe que ça. Je le répète souvent, l'adoption pour moi, c'est comme
aller acheter une fleur, une lys africaine. Tu vas aller chercher une fleur d'Afrique, tu la replantes au Québec, il va falloir que tu lui donnes plus d'attention. Pourquoi? Parce que cette fleur-là, elle vient d'un autre pays, est habituée au soleil constant, est habituée qui mouille pas trop souvent ou beaucoup d'eau d'un coup. Quand tu arrives au Québec, on est dans un autre lieu. Fait qu'il faut qu'on donne plus d'attention à cette fleur-là pour qu'elle puisse se développer. Puis, se dire fier d'appartenir à cette famille-là. Et pour moi, c'est extrêmement important d'être capable de nourrir la personne qui est adoptée pour que, oui, elle comprenne que cette cicatrice est là et elle va rester là. Mais que cette cicatrice-là fait partie de son cheminement de sa vie. Puis, selon vous, quels problèmes font face le plus les personnes adoptées? Ça reste un point de vue personnel parce que je ne suis pas un spécialiste. Mais je crois, avec les témoignages que j'ai eus, puis mon vécu personnel, que chaque personne doit se construire. Une personne adoptée part avec des points d'interrogation. Si moi j'ai un enfant, quand il me regarde, il me reconnaît, on se ressemble. Il y a des choses qu'on va faire qui vont être similaires. Il y a une distribution qui se fait entre les deux qui est normale. Une personne adoptée arrive puis elle regarde ses parents adoptants. Ils sont pas pareils là. Oui, il n'y a pas l'identité. L'identité n'est pas là. Il y a une valise que cet enfant-là va traîner avec lui, qui a tout ce qu'il a vécu avant l'adoption. Puis tout ce qu'il a vécu avant l'adoption fait partie de sa vie au quotidien, pour le reste de sa vie. C'est pour ça que oui, beaucoup de personnes qui sont adoptées, parfois ont certains problèmes d'attachement, je vous dirais, de faire confiance aux autres, de son amour propre. Bon, naturellement, pour moi, l'adoption, il y a une histoire. Oui, c'est ça. Mais ça fait partie du cheminement de plusieurs. Puis vous avez une ligne d'écoute aussi. Oui. Puis c'est dans quel but, la ligne d'écoute? La ligne d'écoute, c'est une idée de Maritza, ma collègue, parce qu'elle a réalisé que la plupart du temps, parfois on a juste besoin de décompresser. Si tu gardes quelque chose pour toi, un parent adoptant vit quelque chose, bon, là, je comprends pas pourquoi mon fils ou ma fille ont pas l'air de m'aimer, j'ai l'impression de faire des bonnes choses, mais ça fonctionne pas, il fait des crises de bacon, tu sais. Là, tu t'es dépourvu, parce que tu demanderas pas à ton ami qui n'est pas adopté, elle vit pas les mêmes choses. Mais en tout cas, toi, tu crois. Donc la ligne d'écoute est là pour que les parents adoptants puissent nous contacter, puis déballer leur sac. Après, la personne qui répond au téléphone, elle répond à certaines questions et elle réfère. Fait qu'elle va dire, OK, je vous conseille d'aller voir Mme Sanson, je vous conseille d'aller voir les Bridés, je vous conseille... Puis on redistribue aux autres organismes qui nous suivent. Aussi, pour les personnes adoptées. J'ai des questions. Moi, j'ai été adopté en Haïti, je connais personne qui a été adopté en Haïti qui a vécu les mêmes choses que moi, ou je peux trouver des personnes qui ont vécu des choses similaires à moi. Fait que cette ligne d'écoute-là est là, oui, pour les parents adoptants, oui, pour les personnes adoptées, puis c'est une façon de décompresser, une façon d'apporter des solutions à des problèmes qui ont l'air immenses, puis parfois, tu peux trouver des solutions très proches, là. Puis est-ce que la ligne d'écoute existe depuis longtemps? Non, ça fait 1 an, en fait. Ah oui, 1 an? Ouais, c'est tout jeune. Comme je l'ai dit, c'est Maritza qui est arrivée avec cette idée-là. Puis au début, j'étais pas sûr, je vous avoue. Je me suis dit, mon Dieu, une ligne d'écoute, c'est quelque chose quand même. Parce que là, les gens, ils t'appellent en détresse. Fait qu'il faut que tu saches comment le prendre. Il y a des choses que tu dois dire, d'autres que tu dois aller plus doucement. Fait que c'est quelque chose qui est très difficile. Les personnes qui répondent à la ligne d'écoute doivent avoir une oreille, mais en même temps doivent analyser ce que l'autre personne dit pour être capable d'y offrir un service après. Que ce soit un service au niveau du RAIS ou que ce soit à l'extérieur avec des collègues qui font partie d'autres organismes. Puis, constatez-vous qu'il y a plusieurs adoptés sur de problèmes psychologiques? Oui. On a de plus en plus de personnes viennent nous voir pour nous dire que c'est le cas. C'est le cas. Pendant un bout, je pense qu'ils diagnostiquaient beaucoup les gens comme s'ils étaient borderline, puis tout le monde était borderline. Chez les adoptés, on était tous borderline. On était tous borderline. Mais, je le répète toujours, la valise est toujours là. Quand tu es arrivé au Québec, il n'y a personne qui a pris ta valise et qui a fait « Ok, je t'en donne une nouvelle ». Ça se passe pas comme ça. On a été une cicatrice, il y a une cicatrice qui est là. Moi, je crois personnellement que la problématique, c'est qu'on n'analyse pas les choses du début.
Les gens parlent beaucoup de problèmes d'attachement, mais ils oublient que qu'est-ce qui nourrit le problème d'attachement? C'est le problème de déracinement. Tu as été pris à quelque part, ils t'ont enlevé de quelque part, ils t'ont implanté ailleurs, tes références que tu avais sont plus là. Et même si tu es un bébé, je crois que tu emmagasines tout, c'est des choses qui sont dans tes fibres, dans ton sang. C'est un traumatisme. Vous avez été adopté en Haïti? Oui. Les premières années de votre vie, vous courriez dans les ruelles d'Haïti, et puis tout d'un coup, vous vous ramassez dans un banc de neige ici. Il y a un choc. Oui, là. c'est ça, un choc culturel. Puis, Et vos parents, là, tu sais, je me rappelle les premières fois que je suis retourné dans mon pays biologique. J'ai regardé les gens, les gens me ressemblent. Ce que j'ai jamais vécu ici. Oui, je vais rencontrer un ami qui ont les mêmes traits, mais de tomber anonyme dans une masse, complètement différent. Oui, moi, ben, ça m'a fait la même chose quand je suis allée en Haïti en 2009. Là. C'était un sentiment vraiment spécial, tu sais, de voir que tout le monde te ressemble, puis t'es pas différent des autres. Parce que moi, j'ai grandi dans une petite ville, donc j'étais la seule noire pendant longtemps, au secondaire, au primaire, donc je peux comprendre. Ah, je comprends. Les petites villes, en plus, c'est toujours un petit peu difficile, parce qu'à la longue, tu finis par ne plus savoir qui tu es, parce que tu veux te faire accepter par la masse. Oui, tu deviens assimilé. Et voilà. Et c'est pas ça qu'on veut, mais... Mais c'est une façon de survivre. Ouais, c'est ça. Je vais pas être différent des autres, je vais être capable moi aussi. Sans que les personnes... Il y a des gros débats en ce moment sur un certain mot. En tant que tel, c'est quelque chose que les personnes adoptées vivent beaucoup. Lorsque quelqu'un de ta propre famille, ou des amis, ton entourage, sort ce mot-là, puis eux, ils t'aiment, là. Ils disent pas ça en se disant comme je vais la blesser. Ça, les personnes adoptées, on le vit beaucoup plus que les autres. La problématique, c'est quand on se retourne vers nos parents, eux, ils n'ont pas vécu le racisme. Le racisme, ils l'ont jamais vécu. Ils savent pas c'est quoi. Ils comprennent ce qui est écrit dans le dictionnaire, mais ils l'ont jamais vécu. Les personnes qui sont immigrées ici, ils se retournent vers leurs parents, eux, ils l'ont vécu. Ils peuvent lui dire, mon gars, ça va t'arriver toute ta vie. Comment tu veux fonctionner comme ça? C'est pour ça, justement, qu'on parlait de la ligne d'écoute, on a des appels normalement là-dessus. Comment je peux parler avec ma fille de ça? J'ai pas les bons mots. Je pense que c'est important. C'est important de leur donner des réponses ou du soutien. Oui, il y a beaucoup de micro-agressions comme ça. Hein. Beaucoup, beaucoup. Les gens s'en rendent pas compte. Les gens s'en rendent pas compte parce qu'ils disent voyons, mon ami Camille, j'étais avec hier. On était ensemble, on se faisait du fun. C'est comme ma soeur, je vois pas qu'elle est noire. On veut pas que tu vois pas qu'elle est noire. On est fiers de ça. Ben oui, c'est ça. C'est ça qui fait ton identité. Et voilà. Mais comment tu veux que ça soit nourri? C'est quand tu arrives à l'école, les gens te décrivent les cheveux raides comme si c'est ça la beauté, que les teints clairs sont mieux, ainsi de suite. Et voilà. Les personnes qui sont adoptées doivent parfois faire toute leur vie, leur processus de vie, sans avoir de réelles réponses. Mais comme exemple, on parle des cheveux lisses, il y a des gens qui vont dire pour des cheveux qui sont pas beaux, j'avais un afro aujourd'hui, c'est blessant parce qu'on a les cheveux crépus. C'est beau! Oui, c'est ça, c'est beau! C'est beau, c'est juste que Vogue n'a pas fait la promotion de ça pendant des années, mais c'est beau. Tu vois d'où je viens, moi, du pays où je viens, il y a des bases comme ça. Bon, les beaux cheveux, les mauvais cheveux. Les beaux cheveux, c'est tes cheveux raides que tu peux peigner facilement. Les mauvais cheveux, c'est des cheveux crépus. Toutes les femmes désirent avoir des beaux cheveux. Pourtant, tu te rends compte que les cheveux amènent plus qu'une coiffure. Ils amènent une fierté, ils amènent tes racines. Oui. Chez les personnes adoptées, c'est important qu'on comprenne d'où on vient. C'est tout un lien. Tout un lien, c'est clair. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes adoptées, quand ils retournent aux sources, ils font le big shot, comme on dit. Là. Ils retournent avec leurs cheveux naturels et tout. C'est un gros plus. Il faut être fier de ce qu'on est. Il faut être fier, puis je crois, j'ai une bonne amie, Marie-Thérèse, qui dit que nous, les personnes adoptées, on est le trait d'union. C'est-à-dire qu'on sait comment s'implanter dans nos communautés d'origine, puis on sait comment s'implanter du côté des Québécois. Nous, on peut faire le lien entre les deux. Parce qu'on sait comment réagir avec eux, puis on sait comment réagir avec eux. Je crois qu'en 2020, c'est le temps qu'on nous donne une chance de pouvoir parler, puis rassembler tout le monde. Rassembler tout le monde, en gardant nos différences. C'est ça la beauté, en fait.
Puis, qu'est-ce qui cause cette détresse psychologique, selon vous? Comme je vous disais tantôt, une cicatrice, c'est une cicatrice. Ah, je comprends que, bon, tu été adopté à 3-4 ans, dis, mais tu te rappelles même pas de ce que tu as vécu. Non, ta cicatrice est là. Fait qu'à chaque fois que je vais regarder ma cicatrice, je vais perdre confiance devant la personne qui est devant moi. Je te ferai pas confiance, j'ai été abandonné une fois, ça peut réarriver. Même chose envers soi-même. Fait que je crois que ces problèmes peuvent développer des problèmes psychologiques. Et naturellement, ben, ça se guérit pas en claquant des doigts. Non, c'est ça. C'est des années et des années. Et je crois en fait que tu peux passer ta vie sans régler tout ça. Bon, c'est le bien-être de tout être humain, là. Il y a des questions qu'on ne peut jamais répondre. Mais quand tu sais qu'il n'y a aucune place qui peut te dire, écoute, fais un voyage, retourne dans ton pays. Je te demande pas de retrouver ta famille, va voir d'où tu viens, va sentir les odeurs. Parfois, les personnes retournent, puis ils reviennent, puis sont une nouvelle personne, tu le disais tantôt. Il y a d'autres personnes qui font « Oh, non, c'est pas pour moi ». Il faut respecter les deux côtés. Mais moi, je pense que ça dépend aussi de l'expérience qu'ils ont eue avec, mettons, les Haïtiens sur place. Mm-hmm. Parce que souvent, quand tu retournes dans ton pays d'origine, ça veut dire que tu vas être accepté parce que tu n'as pas les mêmes codes aussi. Clairement. Par contre, tu peux vivre ça ici aussi, avec ta communauté haïtienne ici. Moi, j'ai entendu des jugements de la communauté haïtienne envers les personnes adoptées souvent. Ils vont dire, bon, mais t'es pas un haïtien, tu parles pas créole. Pourtant, être haïtien, c'est pas la langue, c'est le sang qui coule dans tes veines. Oui. Ça se limite pas juste à ça, mais t'as beaucoup plus dès que t'as ça. Fait qu'à partir de là, je crois que, puis je répète, la 2020, je pense qu'on est rendu là, malgré le COVID et tout ça. Et d'arriver à un point qu'on est capable de rassembler des communautés avec les Québécois, puis après, retourner en Haïti. Tu peux retourner en Haïti avec quelqu'un qui est né ici, par contre, qui a grandi dans une famille haïtienne, puis même lui, il va peut-être retrouver quelque chose en allant là-bas. Et on parlait du COVID. Est-ce que vous avez trouvé un changement aussi pendant le COVID? Est-ce que les gens étaient plus déprimés aussi? Clairement. Dans la majorité de la population, il y a une déprime qui est là, qui est palpable. Chez les personnes adoptées, l'isolement, parfois, chez certaines personnes, peut être difficile. Peut être très difficile. Tu sais, on a toutes des routines. On vit notre vie, on va travailler, tout ça. Puis là, on a des moments où on relâche le stress. Tu vas voir des amis, tu vas voir un film. Là, il n'y a plus rien. Fait que la personne adoptée est chez elle. Elle est toute seule. On est la plupart du temps des aides sociales. Oui. On a besoin. Parler au téléphone, c'est bien. Mais sentir ton ami dans tes bras et dire hey, « je suis content de te voir ». Là, on n'a pas ça. Fait que oui, les personnes qui sont peut-être plus fragiles, ça peut être, j'irais jusqu'à dire dangereux. Je pense qu'il faut prendre le temps. Jusqu'à dire dangereux? Oui. Moi, je pense qu'il faut prendre le temps d'appeler chaque personne que tu penses qui peut être fragile. Des fois, c'est pas le cas, c'est juste ta perception. Mais juste de l'appeler et de dire hey, je pensais à toi. C'est niaiseux, là. La personne qui est adoptée ou autre va arriver et va faire ah, regarde, il y a quelqu'un qui a pensé à moi aujourd'hui. C'est niaiseux. C'est juste un appel. On est tous un peu fragiles, hein, regarde. Si, admettons, on dirait un mois qu'on est encagé à la maison, tu survis. On est rendu à 6 mois, là. C'est beaucoup, là. Ouais, 6 mois, c'est beaucoup. Là. Fait que toute personne qui a des problèmes ou qui est plus fragile en ce moment, il faut les appeler, il y a des personnes que tu peux aller voir, je pense, un, là. Allez les voir, allez prendre un café avec eux, ça vaut la peine. Est-ce que vous avez fait des activités spéciales pendant tout le temps de la pandémie pour contrer l'isolement? Nous, on est allé beaucoup avec des lives. C'est sûr qu'on a pris un break, comme on peut dire, pendant un petit bout, là, parce qu'on a pris des vacances, parce qu'on, moi et Maritza, on a nos vies à côté, puis le RAIS prend beaucoup de place dans nos vies, naturellement. Donc on a pris un temps pour nous, et on a offert des ateliers, mais on a tout viré en live, en fait. C'est quelque chose qu'on voulait faire, mais on pensait pas que ça allait arriver aussi vite. Le COVID a fait qu'on a accéléré les choses. Par contre, ça a été une réponse très positive. Alors, du côté des lives, on a des gens jusque de Paris, de Belgique. Là, on se dit, mon Dieu, on peut ouvrir. Puis vivre la même chose là-bas. Fait c'est pour ça que le monde est petit. L'Internet, c'est ça qui est génial avec ça. Donc, on a commencé à faire des lives. On a eu plus naturellement d'appels sur la ligne d'écoute. Ça fait que c'est ça. On a essayé de créer un certain mood pour favoriser l'échange entre personnes.
Puis, pensez-vous que les parents adoptants sont affectés par les problèmes aussi de leurs enfants? Clairement. Clairement. Tu sais, imaginez là, que vous, là, vous avez regardé une émission en TVA. Puis là, c'était un humoriste qui arrivait avec une petite asiatique sur les épaules. Le gros sourire. On voit pas ce qui se passe après. C'est pas rose, là. Avoir des enfants biologiques, c'est déjà pas rose. Fait qu'imaginez, c'est un cas de plus. Fait que si ces parents adoptants-là se rendent compte, mon Dieu, j'ai pas de réponse à mes questions, on a des appels genre, non, j'ai l'impression que mon fils, il aime juste sa mère, il m'aime pas. Le contraire. La personne qui est adoptée, qui est un enfant, il va se trouver un fort, quelque chose à qui s'accrocher. Ça se peut que l'autre soit un peu absent. Il y a des questions comme ça. Moi, je suis un être humain, je vois mon fils que je viens d'aller chercher, il est toujours dans le bras de sa mère. Dès que j'arrive pour le prendre, il se met à pleurer, le contact est pas là, je me demande si je fais bien les affaires, est-ce que c'est de ma faute, ainsi de suite. Fait que, oui, c'est pour ça qu'il faut bien outiller les parents. Et c'est pour ça que c'est important que les parents soient outillés, pas à partir que l'enfant arrive ici. Avant. Dès qu'ils font le processus, qu'ils commencent le processus, qu'ils commencent à y penser. Parce qu'à partir de là, on peut se dire, est-ce que tu fais le bon choix? Moi, je pense que c'est là qu'il faut qu'ils comprennent dans quoi ils s'embarquent. Je sais qu'ils font des tests psychologiques avant, mais vous voulez dire plus détaillé, plus... Vous l'avez vécu, l'adoption. Oui. Vous êtes la personne la mieux placée pour parler à ces parents-là de ce que vous avez vécu. Sans les traumatiser, mais leur dire la vérité. Tu comprends? Fait que tu arrives à un point que... Tu sais, moi, ça m'arrive souvent, je vais faire des témoignages dans des CIUS, puis Maritza aussi. On arrive là, souvent, les personnes, ils ont un désir, avoir un enfant. Ça se limite à ça. C'est sûrement des super bonnes personnes. Mais est-ce que tu sais dans quoi tu t'embarques? Ça sera pas facile. C'est pas... on n'est pas dans un film, là. On n'est pas dans un film. Cet enfant-là, il peut arriver traumatisé, il peut arriver handicapé, il peut arriver avec des besoins que toi, tu ne pensais pas. Tu as eu un enfant biologique, tu vas adopter, ils n'auront pas les mêmes besoins. Non, c'est ça. Tu vas adopter 2 personnes, les 2 n'auront pas les mêmes besoins. Fait que oui, c'est essentiel. Puis c'est pour ça que je trouve ça le fun qu'il y ait des fédérations de parents adoptants, comme la FPAC, que eux s'intéressent à nous. Puis regarde, expliquez-nous comment ça fonctionne. C'est eux qui sont allés vers vous? C'est un peu réciproque en fait. C'est des gens qu'on admirait beaucoup. À l'époque, c'est Claire-Marie Gagnon avec qui on s'était connecté. C'est elle un peu qui a poussé les fondateurs du RAIS, qui était le regroupement des adoptés internationaux sans frontières. C'est elle qui leur a dit, écoutez, rassemblez-vous puis formez quelque chose pour vous, pour les personnes adoptées. Naturellement, ça évolue, mais est encore dans notre entourage. Et quelqu'un a pris les rênes de l'organisme, avec qui une femme extraordinaire, qui est allée débattre en politique pour avoir plus de congés pour les personnes qui adoptaient, pour qu'il y ait les mêmes congés. Comme les mêmes droits que les parents biologiques. Fait qu'on est dans une bataille maintenant ensemble. Ce que je n'aurais jamais pensé il y a 5 ans. Il y a 5 ans, c'était vraiment différent? Je te dirais que puis de mon côté, je parlais pour moi, je désirais pas nécessairement cette connexion-là. Je trouvais que entre personnes adoptées, il fallait commencer par se comprendre entre nous, avant de s'ouvrir aux autres. Par contre, j'ai réalisé assez vite que je disais ça en tant qu'adulte. Si j'avais été un enfant, j'aurais peut-être réfléchi différemment. Tu te retournes vers la sécurité, ton père, ta mère. Il faut qu'il soit outillé, puis il faut qu'il fasse partie du cheminement pour que la personne qui est adoptée puisse grandir en connaissant sa cicatrice, mais en finissant par l'apprécier, puis dire que ça, c'est ma différence. C'est là que je suis beau. Je vous rejoins pour qu'est-ce que vous avez dit sur que vous n'avez pas connecté tout de suite avec les parents adoptants. Je pense aussi c'est parce que les parents adoptants ont souvent la parole, donc les adoptés, donc je pense que c'est comme se revendiquer, une revendication. Oui, mais ils nous ont appelé des enfants, ils appellent encore des enfants. Là c'est bien parce qu'on a parlé avec eux, puis ça évolue. Mais pour eux, vous allez avoir 42 ans, vous allez être encore un enfant. Vous êtes les enfants adoptés. Nous, on est rendus des adultes. Oui, les adultes. On est rendus des adultes. On est rendus des adultes qui ont vécu des choses, qui ont surmonté des montagnes, qui ont décidé de se réunir, qui ont même décidé de se retourner vers les parents adoptants et leur dire « Ok, maintenant on va travailler ensemble. » On est forts là.
Parce qu'on pourrait juste rester Entre nous. Mais vous savez que si vous invitez tout du monde qui ont les mêmes opinions que vous dans une chambre écho, vous allez entendre juste ces personnes-là. Vous n'entendrez jamais ce qui vient de l'extérieur. Puis tout ce que vous allez vous dire qui pourrait faire avancer la société, puis faire grandir cette espèce de bulle-là mondiale, ben vous allez le garder pour vous. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur le site internet qui est raceressourcesadoption.org. C'est un site que vous allez voir à peu près tout ce qu'on a accompli pendant l'année qui vient de passer, qui vous montre ce qu'on offre comme service, puis naturellement des ressources que vous pouvez aller chercher avec d'autres organismes à l'extérieur. C'est aussi une façon de trouver le numéro de téléphone pour la ligne d'écoute, pour décompresser, pour comprendre un petit peu plus sur l'adoption, puis parfois juste discuter de notre histoire. Vous pouvez aussi aller sur le Facebook du RACE. À partir de là, vous allez voir tous les lives qui ont été accomplis, l'Instagram, la même chose. Puis si vous nous suivez, vous allez voir, il y a des belles choses qui s'en viennent avec plusieurs projets qu'on est en train de mettre en œuvre en ce moment. Si vous avez aimé l'émission d'aujourd'hui, n'oubliez pas de liker ou commenter.